Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Qui dit début de semaine dit nouvelle course par étape, dit Tour de Catalogne parce que nous sommes le 20 mars. La première course World Tour par étape espagnole de la saison, ça fait beaucoup de mots d'affilée, avant le Tour du Pays Basque qui sera un peu plus tard en avril. Ce Tour de Catalogne avec cette première étape, c'était la même arrivée que l'année dernière quasiment. Donc c'était ce fameux dernier kilomètre très difficile où Matthews et Colbrelli s'étaient affrontés et c'était le dernier jour de course de Colbrelli. On ne le savait pas à ce moment-là avec cette bagarre et cette victoire de Michael Matthews, la troisième place de Quentin Paché ce jour-là. Là, l'étape a été un petit peu différente. On avait un peloton un petit peu plus gros et pourtant ce sont des leaders qui se sont imposés au sommet et qui semblent bien en forme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu lors de cette journée. N'hésitez pas également, quand vous vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Si vous mettez toutes les notifications, c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Vous pouvez également mettre un super fan, je remercie les gens qui l'ont fait en ce mois de mars pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 aussi sur Spotify, TikTok également, avec tous les soirs un débrief de l'étape en semaine. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire le week-end, mais on va essayer quand même de le faire ce week-end. Il y aura la moto aussi, donc le week-end sera assez chargé avec un débrief rapide de la course. Bon, eh bien on a eu une étape où il y a quand même une belle échappée qui est sortie, notamment il y avait des marquis, Oscar Onley, le jeune coureur de la DSM. On a eu une tentative de contre à un moment de Scatellescadi à 40-50 bornes de l'arrivée. Je pense qu'ils s'étaient fait engueuler dans les oreillettes parce qu'ils n'étaient pas dans l'échappée du jour du côté d'Auscatel. Après, bon, on a senti assez vite qu'on aurait une arrivée avec un peloton massif. Après, moi, je savais que l'étape était dure l'année dernière, vu que c'était la même arrivée, et surtout, je savais que l'approche était très compliquée. C'était une approche vraiment pas facile, avec pas mal de virages avant ce dernier kilomètre, et surtout, les rues n'étaient pas très très larges. Et ce qui fait que, bah oui, ça a été assez nerveux dans la fin de journée, notamment avec cette grosse chute entre 5 et 4 km de l'arrivée. Vous avez eu Storer. Alors Yates, on ne sait pas vraiment s'il était dans la chute, mais il a perdu beaucoup de temps. Mais je pense que c'était le UAE, Adam Yates. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe Emirati pour lui. Et il y a eu Sbaragli, il y avait Cataldo. Je pense que Cataldo, on est sur soit omoplate, soit cervicale, parce que quand les coureurs qu'on les force à rester en position latérale de sécurité, c'est souvent les cervicales. On l'a vu avec Campenarts vendredi dernier. Donc ouais, c'est un petit peu inquiétant pour Cataldo, surtout que c'est un coureur quand même qui est pas tout jeune non plus, qui a plus de 35 ans, donc c'est le genre de chute qui peut vraiment vous mettre en difficulté et vous forcer parfois à prendre presque une fin de carrière anticipée. Et puis du côté de cette première étape du Tour de Catalogne, eh bien on a eu un sprint en fait avec les leaders du classement général, parce que pour les sprinters comme Coquard, comme Milan Menton, c'était un peu trop difficile. Menton fait 9, Coquard fait 10, mais Coquard pourtant est bien placé, mais quand il déclenche son sprint, voilà, on sent qu'il y a un peu trop de pente et qu'il peut pas faire grand chose. C'était un peu trop difficile sur cette étape-là. Eh bien on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, le vainqueur du jour, Primož Roglič, il est sur la lignée de Tirreno. Là en plus c'est un vrai duel cette semaine, parce que vous avez Remco Evenepoel, vous avez peut-être les deux têtes d'affiche du prochain Tour d'Italie, du prochain Giro, et forcément Roglič et Evenepoel, c'est un duel qu'on va suivre pendant toute la semaine entre l'ancien et le jeune, enfin le jeune, mais entre deux coureurs qui sont sur des moments de carrière différents. On va voir comment ça va se passer. Roglič, on sait sur ce type d'arrivée, il est très très fort. C'est vraiment le type d'arrivée qui lui convient extrêmement bien.
Il a profité du travail de la Soudal Quick-Step qui a énormément travaillé dans les 10 derniers kilomètres. À partir de 7-8 kilomètres de l'arrivée, vous avez même Remco Evenepoel qui est en deuxième position du peloton. Peut-être qu'à ce moment-là, il a bouffé un peu de vent, Remco Evenepoel, par rapport à un Roglic qui était un peu plus derrière. Mais la Jumbo avait quand même pas mal bossé auparavant. Notamment, ils avaient fait la descente de la dernière difficulté en tête. Et en même temps, vous avez une belle équipe du côté de la Jumbo-Visma avec autour de Roglic, Tobias Foss. Qui était très performant quand même autour de Vingegaard. Vous avez Koen Bouwman, Sepp Kuss, Esman, Kruijswijk, Gesink. On a déjà fait du coaching parce que Kuss aujourd'hui il est à 9 minutes, donc on a fait du coaching. Et c'est vrai que du côté de Roglic, on le sent presque libéré. Enfin, Tirreno a... Je sais pas, ça a provoqué quand même quelque chose sur Tirreno. Je pense qu'il s'est dit je suis pas mal en forme, c'était pas prévu, j'ai l'air vraiment bien. Il fait quand même un bon début de saison, lui, parce qu'il n'était pas sur les courses de l'UAE Tour et autres. Donc il est là que c'est son 9e jour de course, 8e jour de course. À Roglic, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Et là, c'est vrai que dans la montée finale, il peut pas faire grand chose, Remco Evenepoel. Voilà, il tente, il est bien placé, mais bon, Roglic a quand même un petit truc en plus. Bon voilà, après on va voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Son équipe est solide, mais l'équipe de Remco aussi. Vous avez également Almeida qui a une belle formation du côté du AE. Jane Lay, c'est pas mal aussi. Et surtout, c'est intéressant pour Primoz Roglic, c'est les bonifications ce soir, parce qu'il prend 4 secondes sur Evenepoel, mais surtout 10 secondes, voire un peu plus sur d'autres coureurs, parce qu'il y a des coureurs qui finissent à 10 secondes, donc ils se prennent 20 secondes avec les bonifs. Donc ça, c'est plutôt une bonne journée, sans avoir fait trop d'efforts pour son équipe, c'est plutôt bien. Voilà. Journée satisfaisante pour Primoz Roglic, le maillot de leader dès la première étape. Bon, c'est plutôt rassurant. Et puis, il continue sur la lignée de Tirreno Adriatico où les EV étaient vraiment bons sur les arrivées en petit comité. Donc, on sait que maintenant, Roglic, si vous êtes avec lui, que vous êtes 10-15 coureurs, il faut le lâcher, Primoz Roglic, parce que sinon, il a grande chance de gagner. Deuxième, Remco Evenepoel. Pourquoi je mets Remco Evenepoel en tête ? On savait qu'il savait grimper, qu'il savait rouler fort. La pointe de vitesse, ça n'a jamais été sa spécialité, Remco Evenepoel. C'est pas un coureur qui change énormément de rythme même en sprint. C'est pas un mec qui fait des sprints. Mais c'est vrai que l'année dernière sur Liège, il est à 2 doigts de faire un winning tellement il accélère fort. Parce que vous vous souvenez, la roue arrière décollée, enfin c'était assez exceptionnel quand il attaque en haut au sommet du col de la côte de la Redoute. C'est vrai qu'il a de la puissance, Remco Evenepoel, c'est ce qu'on voit sur les chronos. Et là, il a fait son sprint pas sur la vivacité, comme un Roglic, mais surtout sur la puissance. Il y va en force, Remco Evenepoel. Moi, j'ai trouvé en plus que Van Wilder avait fait un sacré boulot dans la montée. C'est lui qui lance le sprint et qui fait un sacré job dans le final. Il a une équipe qui est assez intéressante avec Jan Hirt, Vervaeke, Masnada, Cataneo, Seri. Cataneo qui était en tête de peloton entre 8 et 3-4 km de l'arrivée, qui a fait un sacré boulot. Donc c'est une équipe qui est solide. On sent il a envie de se montrer. Remco Evenepoel, il a envie de montrer aux autres surtout que Tour de San Juan, il a fait une erreur. Que lui, à Tour, il était en forme. Et que sa victoire, c'était pas parce que il a été devant sur un coup de bordure, c'est bien parce qu'il était en forme. Donc ça, c'est ce qu'il a envie de montrer cette semaine, Remco Evenepoel, de faire un petit peu mal à ses adversaires au niveau mental. Là, aujourd'hui, il prend quand même une belle deuxième place, que 4 secondes de perdu sur Roglic sur une arrivée où il aurait pu perdre un petit peu plus de temps, mais aussi parce que du côté de Soudal Quick-Step, on a été intelligent. Quand on n'est pas fort dans un domaine, et le mieux, c'est d'être en tête de peloton. Comme ça, tu évites les problèmes. Et ça s'est plutôt très bien passé pour Remco Evenepoel, donc très très belle étape du coureur belge. Et c'est pas un sprinter, mais quand vous courez de manière intelligente, ça peut le faire.
Parce qu'on voit que derrière lui, c'est Hidej Kelling, qui est pas non plus un sprinter, qui est un coureur puissant. Mais voilà, la puissance, il a réussi à faire une belle arrivée, donc une belle deuxième place. On va voir maintenant demain. Demain, c'est une étape qui sera pas évidente pour Remco. Il faudra pas partir trop tôt pour Remco Evenepoel. Ça sera un deuxième test face à Roglic, mais face également aux autres très bons coureurs, notamment Egan Bernal, notamment Landa, notamment également Bardet, qui sont au départ. Bardet, il a fini juste au-delà de la 10e place. Il doit finir 11, un truc comme ça. Romain Bardet, voilà, il fait 11e derrière Coquard, juste devant Janeley. Donc c'est une belle arrivée également. Et puis surtout au classement général, lui, il ne perd pas de temps, contrairement à d'autres coureurs qui sont à 10 secondes. On poursuit avec un troisième coureur, c'est Dorian Godon. Belle 7e place, Dorian Godon, ça confirme le bon début de saison avec AG2R qui a bien travaillé avec Venturini. Il était bien protégé par Venturini, Dorian Godon. Qu'on a vu sur les classiques, c'est Cholet, où il est au départ, Godon, ou c'est l'autre, c'est classique Pays de la Loire, je sais plus. Non, c'est Touzé, pardon, que j'ai confondu Godon et Touzé. Mais Godon a été performant depuis le début de saison aussi, Dorian Godon. C'est un coureur qui a pas mal de petites placettes d'honneur en ce moment, Dorian Godon, et il confirme. Là aujourd'hui sur ce Tour de Catalogne, voilà, il fait encore une belle placette, 7ème. Il avait fait 7ème également sur le Tour de Nander, sur le sprint de Brian Coquard, 10ème de la Drôme Classique aussi, donc c'est un coureur qui est plutôt en forme en ce début de saison et qui performe plutôt pas mal. Alors à G2R, ils ont Ben O'Connor au départ de cette épreuve, c'est leur leader, Ben O'Connor, mais c'est une équipe qui est pas forcément aussi solide que d'habitude, donc c'est plutôt intéressant de tenter les sprints également, et puis il y a peut-être des places à prendre sur des grands tours ou sur d'autres courses pour Dorian Godon, donc c'est important de se montrer pour montrer à l'équipe que voilà, on est en forme, qu'on est performant et qu'on est capable de concrétiser même sur des belles épreuves. C'est un coureur en plus qui a encore 3 ans de contrat, il a un contrat jusqu'en 2025, 26 ans, et il prend de la caisse, et là vraiment il fait une belle étape pour un coureur qui avait eu des résultats sur les courses françaises, 2 fois vainqueur de Paris-Camembert, Tour du Doubs, 2 étapes sur les boucles de la Mayenne, une étape sur le Tour du Limousin, 2e de la route à Dély-Vitré derrière Zinglé l'année dernière. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, sur les épreuves World Tour, il y a eu quelques résultats, mais pas forcément peut-être une grande régularité. Et là, ça fait un 2e top 10 en 3 mois, sur 2 épreuves World Tour quasiment. C'est plutôt pas mal pour le coureur français. Voilà, il est en forme, Dorian Godon. Il est en bonne forme. Sur Paris-Nice aussi, il était bien, même s'il n'y a pas de place d'honneur, il était performant. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Geoffrey Bouchard. C'est dommage, Geoffrey Bouchard, mais il perd du temps aujourd'hui, le coureur d'AG2R. Et c'est dommage parce que c'est un coureur qui pourrait se placer un peu mieux. Et c'est vrai que Geoffrey Bouchard aujourd'hui, que je le retrouve, il fait partie de ceux qui perdent un petit peu de temps au classement général. Alors ça a un peu changé, il est à 10 secondes, parce qu'il y avait un moment 2 pelotons où on a remis des mecs à 10 secondes à cause de la chute. Mais c'est quand même dommage de perdre une dizaine de secondes aujourd'hui. C'est un coureur qui pourrait montrer de très belles choses, surtout que Ben O'Connor lui ne perd pas de temps. C'est vrai que Geoffrey Bouchard, il me fait penser un petit peu au coureur de la Cofidis, David Moncoutier, qui commente aujourd'hui, qui commente même ce Tour de Catalogne, parce qu'il a les mêmes défauts que Moncoutier, c'est-à-dire que sur le chrono, c'est pas exceptionnel, et surtout, c'est le placement. C'est un coureur qui a tendance à se prendre souvent des cassures. De Geoffrey Bouchard, et ça c'est dommage de ne pas réussir à se placer correctement, d'être toujours un petit peu loin de la tête de course, parce que forcément si tu veux jouer des classements généraux sur des courses d'une semaine, il faut savoir un minimum frotter. Alors oui, tu as la contre-proposition, c'est Simon Yates, mais Simon Yates dans les moments importants, et des fois il se fait un peu violence quand même, il se met à l'avant. Quand tu sais vraiment pas fronter et que tu n'y arrives pas, c'est quand même un vrai problème au niveau performance.
et au niveau classement général. Et là, c'est dommage de perdre du temps. Alors au départ, il était un peu plus loin, il était à une trentaine de secondes. C'est comme Juan Pedro Lopez, je pense, qu'on été remis dans le temps. Juan Pedro Lopez, il était à une quarantaine. Non, Juan Pedro Lopez, pardon, qui fait pas partie, il n'a pas eu cette chance. Mais c'est un peu dommageable, voilà, pour ce coureur-là de perdre du temps. Aujourd'hui, de perdre 10 secondes, surtout que ça fait 20 secondes au final sur Roglic. Et puis forcément tu perds 10 secondes également sur Ben O'Connor, alors que si tu avais fini en même temps que Ben O'Connor, peut-être que tu aurais demain un équipier à ton service ou deux équipiers à ton service, qu'on aurait peut-être divisé l'équipe en deux, et là ça ne sera pas le cas. On poursuit avec Storer, pas la bonne nouvelle du jour. Storer, il perd 8 minutes 50, il se retrouve où? Alors que je le retrouve, il perd beaucoup de temps. Storer, 8,49, voilà, avec Lorenzo Germani. Grosse chute, il est impliqué dans la chute Cataldo. Le problème, c'est que cette chute-là, elle se déroule quand même à mi-peloton, c'est-à-dire que du côté du coureur australien, on n'était pas très très bien placé, et c'est dommage pour Storer. Encore une fois, pour le général, tu perds 8,50 sur un Tour de Catalogne, même s'il va y avoir des étapes longues, c'est mort. Et surtout, du côté de Michael Storer, c'était la première fois presque depuis très longtemps qu'il était dans un positionnement de leader, de co-leader avec Lenny Martinez, mais voilà, co-leader quand même, co-leader de l'équipe, je dirais. Et là, forcément, là, il prend un peu un seau d'eau sur la tête. Michael Storer, en plus, il a remis beaucoup de temps avant de redémarrer. Il a mis au moins 4-5 minutes avant de reprendre le guidon de son vélo. Donc, faudra voir s'il n'y a pas une fracture. Voilà, faudra voir s'il peut repartir demain. Mais c'est triste parce que voilà, Storer, c'est vrai que chez Groupama, il a eu un rôle d'équipier en tant que leader. Ça n'a pas été fantastique du côté de Storer jusqu'à maintenant, mais le début de saison n'était pas si mal. Il avait fait 10e, je crois, sur l'UAE Tour, 12e sur l'UAE Tour, et il avait pris une 11e place au Mount Lofty sur le Tour de Nander, et puis il avait peu couru, donc il était frais pour ce Tour de Catalogne, donc c'est dommage pour le coureur australien. Qui a un petit peu du mal, c'est vrai, par rapport à sa dernière saison chez DSM. C'est pas forcément le rendement qu'il avait l'année dernière. Voilà, il finit deuxième du Tour des Alpes, mais c'est vrai qu'à part le Tour des Alpes, où il était co-leader avec Pinot, il n'a pas forcément eu de grands résultats parce qu'il était équipier pour David Gaudu sur le Tour de France, pareil sur le Dauphiné. C'est dommage d'être obligé de redevenir équipier alors qu'on pensait qu'avec ses résultats, sa double victoire sur le Tour d'Espagne, bien il serait leader. Mais c'est vrai que pour le moment, les résultats n'ont pas vraiment suivi. Et là, ça ne va pas donner confiance à son équipe de le mettre leader. Et surtout, si vous avez un Lenny Martinez qui aujourd'hui n'a perdu que 10 secondes, Lenny Martinez qui lui prend de la confiance au fur et à mesure des jours et qui fait un bon résultat. C'est sûr que forcément ça va pas être top pour notre ami Storer et il y aura une réflexion à avoir peut-être à mi-saison, savoir si je reste ou pas à la Groupama FDJ ou si une autre équipe peut avoir envie de moi, surtout dans les gros projets Continental, Pro Team pardon maintenant, qui se sont lancés chez Q36.5, chez également Tudor, chez pourquoi pas Bolton, même si c'est un peu moins costaud, mais voilà, d'autres projets, parce que là pour le moment je savais que chez Groupama ça marche pas trop, et puis là il était pas très bien placé quand même au moment de la chute, et ça quand t'es leader normalement tu dois être placé à l'avant, je suis désolé. Et puis je termine avec Juan Pedro Lopez, là aussi Juan Pedro Lopez, début de saison où j'ai l'impression que c'était pas foufou pour le coureur espagnol. Il finit à 47 secondes. Là, dans la montée, il avait l'air pas fringant. Ah, c'est son premier jour de course. Là, je pensais qu'il avait déjà repris. Non, premier jour de course seulement. Il reprend tard, dis donc, Coco. C'est pas dingue, mais bon, premier jour de course. J'avais pas vérifié que c'était son premier jour de course. Bon, après... on va voir ce que ça va donner. Pour le maillot rose du dernier Tour d'Italie, il avait porté le maillot rose pendant 10 jours. Il finit 10e du général. Cette année, Tour de France Vuelta. Je pense que la Vuelta sera un gros objectif pour lui. Donc il a décidé de reprendre extrêmement tard. C'est rare quand même de reprendre
mars, il y a toujours un ou deux, trois coureurs comme ça qui reprennent très tardivement. Moi, je me souviens de Miguel André Lopez qui avait repris au Tour de Romandie une année. Quand il avait commencé la Movistar, il avait repris qu'au Tour de Romandie. Il était resté en Colombie très longtemps, mais c'est très rare pour les coureurs européens, surtout de reprendre tard, parce que des Colombiens ou des même Garmey qui font des pauses à des moments dans leur saison, c'est un peu plus habituel parce que bah oui, parfois pour retourner à la maison, c'est compliqué. Vous avez des gros temps de trajet, donc on essaye d'anticiper ça. Alors que les coureurs, bah, en Europe, c'est un peu plus rare. Peut-être que du côté de Juan Pedro Lopez, voilà, on avait prévu ça dès le début de saison. Est-ce qu'il a eu des pépins peut-être physiques? Est-ce qu'il a été blessé? Moi, j'ai pas souvenir, mais peut-être. Je vais vérifier ça. Mais normalement, je crois pas qu'il est. Ah si, voilà. Non, il s'était fracturé la clavicule au mois de janvier, ce qui confirme pourquoi il a repris aussi tard. Parce que voilà, fracture de la clavicule, donc forcément en pleine phase de début de saison. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour un Pedro Lopez. J'étais passé à côté de l'info, ou peut-être que j'avais vu, mais je m'en souviens plus. C'est que Juan Pedro Lopez, quand vous faites une fracture de la clavicule, vous êtes une période d'indisponibilité sur ces périodes de reprise. C'est beaucoup plus contraignant que quand ça vous arrive au mois de juin et que vous étiez quasiment à votre pic de forme, parce que là, vous êtes encore à court de forme. Et par rapport à des coureurs qui ont 2 mois de jambes de course dans les pattes, qui ont déjà 15-20 jours de course, bah là, il y a une vraie différence de niveau. Donc c'est pour ça aussi qu'il a dû perdre 47 secondes. Donc il sera, je pense, au service de Ciccone qui, lui, a fait une belle montée finale. On regarde tout de suite l'étape de demain. Pour finir, on regarde l'étape de demain. L'étape de demain, c'est entre Mataro et Valter. 166 km. On aura 3 difficultés au programme. Une de 3e catégorie, une de première catégorie et puis une hors catégorie pour terminer. Arrivée au sommet. Première arrivée des 3 arrivées au sommet prévues dans ce Tour de Catalogne 2023. Il est un peu plus corsé ce Tour de Catalogne 2023 que l'année dernière notamment. La deuxième étape l'année dernière, c'était l'arrivée à Perpignan. C'était une étape très plate. Là, c'est une étape un peu plus difficile. On commencera, donc on partira de Mataro, là où il y a ma tête, pour aller à l'Alto des Camp Bordoy, 3 km 1,52 de moyenne, 3e catégorie. C'est pas une montée très difficile, je vous l'affiche pas à l'écran, elle n'est pas extrêmement difficile au niveau du profil. Première partie de journée plutôt plate jusqu'à Olot au moment du sprint intermédiaire au kilomètre 106, c'est-à-dire à 60 km de l'arrivée. Et ensuite, ça va se complexifier avec le col de Coubet, 10 km 3 à 5,4 de moyenne qui sera à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. C'est un col qui est très roulant, le col de Coubet. On est en moyenne aux alentours de entre 5 et 6%, on va dire, de moyenne sur cette montée. Juste un passage entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 à 7,1%, mais sinon c'est plutôt roulant, voilà, entre 5 et 6%. Sur ce col, sommet à 976 mètres d'altitude. Ensuite, on poursuit avec un deuxième sprint intermédiaire à Camplodon. C'est au kilomètre 143, c'est-à-dire à 23 km de l'arrivée, avant la montée finale vers Valter. 15 km 1 à 6,7% de moyenne. Côte hors catégorie. Cette difficulté et surtout sommet à 2147 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on monte très haut. C'est une montée qui est assez irrégulière, cette montée de Valter. Comme vous pouvez le voir, vous avez des replats, vous avez un milieu de difficulté qui est assez compliqué entre le kilomètre 4 et le kilomètre, je dirais 11, où là c'est costaud. On a notamment un passage à 10,2% entre le kilomètre 6 et le kilomètre 7 et un passage à 9,3% entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9, et dans cette portion-là, on ne redescendra pas en dessous de 7%. Ça veut dire que voilà, tous les kilomètres vont être compliqués. On a ensuite une zone un peu moins dure à 4,8%, 2 autres kilomètres à 7,5 et 8% entre le kilomètre 12 et le kilomètre 14. Et puis le dernier kilomètre est à 5,8%, donc un petit peu moins difficile. On passera encore 5 km au-dessus de 1800 mètres d'altitude, donc 5 km où on sera dans des situations en altitude qui ne seront pas faciles.
Donc il faut le prendre en compte, à partir de 1800 mètres d'altitude, on peut être dans des situations vraiment de dette d'oxygène. On est encore au mois de mars, il faudra faire attention aux températures, même si on est en Catalogne, c'est-à-dire qu'on est quand même plutôt dans le nord de l'Espagne, il peut faire encore frais, surtout à 2000 mètres d'altitude, donc il faudra faire attention. J'ai pas regardé la météo pour tout vous dire, mais il faudra faire attention parce qu'il peut faire frais du côté de Valter. On aura certainement des écarts dans cette montée, même si on peut quand même s'apercevoir que les passages les plus compliqués sont quand même loin de l'arrivée. Donc si on veut faire des écarts, il y a entre le kilomètre 12 et le kilomètre 14 où on peut attaquer, ce qui veut dire quand même assez proche de l'arrivée. Ou sinon, il faut prendre des risques entre cette portion, entre le kilomètre 4 et le kilomètre 11. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve demain. TikTok, juste après l'arrivée de l'étape pour le débrief en mode rapide, en version 2 minutes 33 minutes. Et puis bien entendu sur YouTube à 21h pour le débrief de cette deuxième étape du Tour de Catalogne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.